Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans cette deuxième partie du podcast de So Sweet Planet avec Marion Chéniaud-Dupuis pour nous parler de son livre « Respire, tu es vivante » de Lhasa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle. Tu dis que tu as avoué à Tador, donc Tashi Dorji, être attaché à une vision idéalisée des nomades et qu'il t'a aidé à déconstruire ça et à voir un autre aspect qui m'a rappelé d'ailleurs ce qu'on m'avait décrit de ce qui se passait dans le nord, le Grand Nord canadien aussi, avec malheureusement des choses un peu similaires. Ouais, certaines dérives dans les comportements des jeunes et des moins jeunes, hein, sur la picoler, faire dépenser, Les jeux voilà, d'argent. dépenser tout son argent dans les jeux Mm. et puis voilà, des histoires de perte d'animaux où après il y a des bagarres entre eux parce que pour savoir qui voilà, donc ça. Mais toi, tu n'avais pas été en contact avec cette partie de la population qui... Moi, en fait, ouais, là j'ai eu encore un travail à faire sur de déconstruction de tous mes masques. Comme mon maître du monastère où j'ai fait mes études en Inde est lui-même nomade, j'avais une image très naïve Ah oui. voilà, du nomade tibétain et Mm. toute sa bonté, sa bienveillance, voir les liens d'interdépendance, reprendre Mm. soin de la nature, s'adapter tout le temps au changement, voir l'impermanence partout. Donc je m'étais fait un portrait assez théorique de tout ça. Tout ça est vrai, c'est-à-dire que en fait ils ont des racines tellement profondes dans toutes ces valeurs-là, d'interdépendance, d'impermanence, de bienveillance et de prendre soin de la nature, qu'en fait à première vue, bien sûr, ça reste complètement incarné et bien sûr, ils sont les détenteurs de cette sagesse. Simplement, la nature humaine de aussi être attirée par toutes sortes de nouvelles réalités clinquantes, avoir des motos, des montres, des téléphones, s'amuser avec l'argent, s'amuser avec les filles, avec l'alcool. Tout ça, en fait, bien sûr, c'est un passage quasiment indispensable pour se confronter à des réalités de la modernité et de faire des choix après de ce qu'ils veulent garder ou pas de cette modernité. Il y a déjà des réalisateurs de films tibétains, Pema Tseden notamment, qui a fait un très beau film qui s'appelle Tarlo, qui montre tout le parcours d'un nomade qui lâche son troupeau parce qu'il a trouvé une jolie fille tibétaine dans la ville qui a un salon de coiffure et qui l'emmène dans les karaokés, boire, et il a besoin d'argent pour la séduire et rester avec elle. Donc il abandonne son métier d'éleveur nomade et puis après il se retrouve avec rien donc ce réalisateur tibétain montre bien comment en fait les Tibétains sont conscients eux-mêmes de cette déperdition dans des comportements qui sont à l'opposé des valeurs tibétaines à l'origine. Et comment ils essaient déjà, en prenant conscience de ça, d'éduquer même la jeune génération à faire le tri en fait entre ce qui est bon ou pas pour eux dans la modernité. Mhm. Et donc là, en fait, tout ce que tu as fait jusque-là va être mis à profit puisque tu étais déjà guide de trek. Tu vas devenir guide de trek spécialisé en écotourisme et en himalayisme puisque cela fait déjà un bon moment que tu crapahutes sur des sommets. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même une activité très présente dans ta vie à ce moment-là. Et donc, des sommets qui sont ou le toit du monde, ce qu'on appelle le toit du monde, l'Everest lui-même, ou autour de ce toit du monde. Et là, c'est comme une nouvelle quête en fait, et ça prend quand même apparemment beaucoup de place dans ta vie. Il y a la partie, si j'ai bien compris, financière pour pouvoir subvenir à tes besoins. Et puis, il y a un vrai goût quand même aussi qui s'installe de ces escalades très extrêmes quand même, vu d'ici. Oui, oui, c'est bien résumé. C'est avant tout un gagne-pain et puis c'est après aussi une manière de retrouver en fait l'ambiance aussi un peu de retraite dans les grottes qui m'attire tant. Parce que j'aime l'isolement, j'aime pouvoir entraîner l'esprit dans des contextes différents, variés et puis parfois extrêmes,
pour être vraiment Mmh. confrontée à, voilà, cette frontière de voir mes peurs, les traverser et puis, de toucher, voilà, sur la partie extrême en moi, c'est de, arriver à renforcer, en fait, à force de détermination sur des questions justement de choix, de quelle est ma posture mentale à ce moment-là? Est-ce que je suis dans la connexion, la bienveillance, la compassion envers les autres? Ou bien est-ce que je suis, attachée à mes propres records ou mon besoin de performance et d'accomplissement, de soi? Et de pouvoir vraiment me confronter à des situations extrêmes, en très haute altitude où finalement tout me pousse en fait à basculer du côté de la quête de toujours plus de records. Et au lieu de ça, je peux arriver à transformer cette habitude dans une posture justement, complètement Mmh. opposée, hein, qui va être, je crois la transformation la plus radicale et la plus après durable dans tout ce que je peux redescendre finalement avec moi de la montagne. Quand je reviens sur les plaines, c'est, Oui. voilà, quelle part de moi en fait ça a grandi et Mmh. est-ce que c'est celle qui aime plus, qui est plus, sensible au bonheur de l'autre? Ou bien est-ce que c'est celle qui veut se mettre en avant, qui se croit importante, qui se croit supérieure? Voilà. Donc là, je trouvais que c'était un terrain de jeu assez remarquable pour observer tout ça. Oui, on voit d'ailleurs que ta bienveillance a dû être parfois mise à rude épreuve parce qu'il y a donc l'arrivée des alpinistes, des trekkers, que tu accompagnes et en fait, qui te laissent souvent, perplexe. Tu te dis: «Pourquoi les étrangers viennent-ils de si loin et paient-ils si cher pour atteindre le sommet alors que c'est exténuant et risqué?» Quelle est leur motivation? Je vois arriver des trekkers avec des sacs à dos bien remplis et à l'esprit toutes sortes d'idées préconçues sur le pays et les peuples qui l'habitent. Je les trouve bien encombrés. Je parle peu, me contente de gérer les problèmes logistiques grâce à ma connaissance du terrain. Cette expression m'a fait rire, bien encombré. Tu les trouves bien encombrés? L'image me plaît bien. C'est une formulation, assez aimable pour décrire, ces personnes qui n'ont pas l'air toujours si aimables et ça devait être un peu pénible, non, à englober ces comportements? Ouais, donc ça, c'est plus au début de mon parcours de guide. Donc Mmh. là, j'ai 23 ans et à ce moment-là, ouais, je suis encore pleine de jugements envers, ceux qui viennent, et voilà, je les décris un peu comme encombrés donc ça veut pas dire forcément, qu'ils le sont de manière générale, hein. C'est plus, voilà, comment en fait les occidentaux enfin les sociétés occidentales, mettent le mental ou l'intellect, avant toute chose et c'est difficile de se défaire en fait de ces bagages, donc c'est ça le côté un peu Mmh. encombré, c'est encombré par le mental. Oui, oui, j'ai bien compris, oui. Donc simplement voilà, ça me remet aussi face à mes propres jugements, mes propres évaluations parce qu'en disant tout ça et en pensant tout ça, je suis moi-même bien encombrée de cette perception que j'ai de l'autre qui voilà, qui à ce moment-là me coupe d'eux. Alors voilà, du coup, je Oui. suis un peu distante, je me préoccupe que des questions de logistique. Mais petit à petit, toute cette attitude de différenciation, de distanciation, avec l'autre, se dissout vraiment grâce à la proximité que j'ai aussi avec les équipes locales, des guides de haute montagne après plus tard, qui vont venir sur mon chemin et me montrer avec tant d'humilité combien, voilà, eux, en fait, ils ont fait des prouesses incroyables sur les plus hauts sommets et pourtant ça leur empêche pas de rester hyper simple et de garder cette chaleur, Et humaine de ne pas s'en et vanter, de pas s'en d'après ce que tu vanter et décris. jamais, Ils écoutent les étrangers qui se vantent de leurs prouesses et eux, souvent, ils ont réalisé des exploits, beaucoup plus importants et en fait, ils les écoutent humblement et ils ne le disent même pas, quoi. Ils les laissent parler, c'est ça, il y a vraiment une légèreté dans cette manière mmh, d'être, avec soi-même, avec l'autre, parce qu'il y a plus vraiment de question de mettre en valeur sa propre oui, importance. de vouloir impressionner ou de Ouais, donc il y a ça m'a beaucoup réconfortée pendant plein d'années. Ça a mis beaucoup de temps, hein. C'est entre, ouais, peut-être 10, 15 ans pour trouver, moi-même, suffisamment à l'aise dans mes rapports avec les autres pour, oser, communiquer, prendre, voilà, même en charge des responsabilités au sein d'un groupe pour, mobiliser des équipes, être leader de projet donc c'est une reconnexion très progressive
qui a demandé, voilà, de laisser partir toutes mes idées préconçues sur l'autre, tous les jugements que je pouvais avoir et finalement, c'est ça le fameux travail d'apprentissage de la compassion. Alors tu décris aussi cette période, où ta vie d'austérité est de plus en plus rattrapée par le monde, extérieur et tes résolutions, tes vœux de chasteté commencent à tanguer. Tu dis: «Comment concilier vie intérieure et plaisir extérieur?» Donc là, on sent que tu n'en es plus à tout rejeter, mais tu cherches à concilier. Ouais, donc là, il y a déjà eu l'effondrement Mmh. de ce masque que je m'étais, donné, donc d'une personne spirituelle qui se donne un air. Donc finalement, je me réinvente avec, cette, vie à Lhasa, à l'université, puis avec mes amis sur les hauts plateaux, les nomades, les guides de montagne. Donc en tant que nonne laïque, donc nonne, c'est au sens de mon souhait en fait premier de contribuer à soulager la souffrance et à apporter du bonheur pour les autres reste identique. Mmh mh. Donc c'est la raison d'être, vivante et de participer à ce qui se passe dans ce monde. Simplement la forme que ça va prendre, ce sera pas, voilà, conventionnel au sens, d'une vie monastique, de prière ou de dévouement même à une cause ou, alors je souhaite me mettre au service, donc c'est un thème que j'aborde très souvent dans mon livre. Qu'est-ce que c'est que le Mmh. service désintéressé? Mais voilà, j'accepte le fait que, je serai laïque et donc je vois toute mon énergie, de vie, de force de vie, et d'énergie sexuelle qui me traverse, à l'âge où entre Oui, parce que tu es toute jeune pour faire des vœux de chasteté ouais, ouais, en fait, à ce moment-là. j'observe, tous ces jeux en fait, de tiraillement qui se jouent en moi Mmh. avec, ouais, des élans, donc d'énergie qui a envie de s'exprimer, et qui, sont un peu réprimés par l'idée que, la discipline, même si elle est plus celle du monastère qui m'avait accueillie, du temps où j'étais en Inde, Mmh. reste un peu la colonne vertébrale d'une vie, spirituelle, sérieuse au quotidien, avec une pratique, de méditation au quotidien et donc voilà, je continue en fait de faire des retraites très régulièrement, de suivre les enseignements bouddhistes. La terre même du Tibet, en fait, me rappelle constamment, mon engagement de contribuer au bien-être des autres. Donc je suis quand même dans une forme de cadre, rappel continu de cette voie spirituelle, mais elle est plus authentique, je crois, plus sincère dans la mesure où je suis quand même obligée de regarder tout ce qui se passe en moi parce que je suis confrontée à toutes les réalités de la jeunesse et toute la déperdition même qu'il peut y avoir aussi à Lhasa, dans les soirées, karaoké, discothèques, alcool et cetera. Donc en fait, on a même décidé à cette époque-là avec un groupe de jeunes de mon âge, de créer nos premiers projets sociaux au sein même des karaokés, dans les bars, Mmh. pour en fait, montrer que, à la jeunesse, qu'il y a des moyens en fait de passer son temps de manière plus constructive, en apprenant les langues, en faisant voilà, des conférences culturelles sur différents sujets et puis même en faisant venir des orphelinats pour, faire des spectacles, dans les karaokés, hein, pour, voilà, montrer que, c'est là même où il y a le plus de déperdition, enfin de dérive, qu'en fait, il y Oui. a le plus besoin de, retrouver un axe et de se réaligner en fait sur ces valeurs, tibétaines d'origine. Mmh. La distraction, il en faut aussi, quand même un petit peu. Oui, alors la distraction, si elle est choisie, si elle est, consciente, Mmh. oui, oui, elle permet de relâcher la soupape si la pratique, spirituelle devient un effort, ce qui ne devrait pas être le Mmh. cas, hein, mais Oui. trop prégnant et que voilà, il y a des besoins de se décompresser donc oui, là, la distraction peut aider. Alors donc tes liens, tu l'as dit, hein, avec les guides tibétains ont l'air, très forts aussi. Tu dis qu'avec eux, tout se fissure, que tu crains moins de te relier aux autres, que ton ouverture du cœur est balbutiante, mais qu'elle est réelle. Comment tu décrirais, ces liens avec eux? Est-ce que tu étais toujours la seule femme d'ailleurs? Parce que en guide de trek, enfin moi au Népal, j'ai toujours vu que des hommes. Il y a peut-être des femmes aussi que je n'ai pas vues d'ailleurs, mais Oui, elles sont très, très rares et que elles sont vraiment très rares donc moi au oui, Tibet, c'est ça. j'étais toujours la seule femme. Oui, Non, ça m'a pas spécialement perturbée, et eux?
Ben, Ça les a pas perturbés? à vrai dire, je sais pas trop, mais j'ai eu quand même beaucoup de chance dans tout mon parcours de rencontrer plutôt des personnes, bienveillantes envers, voilà, à qui j'étais. Oui. Donc non, simplement, je me suis, oui, comme je disais, toute cette peur de l'autre, s'est fissurée petit à Mmh. petit, hein, parce que les contacts étaient vrais, parce qu'il y avait pas de justement de superficialité dans une forme de Mmh. narcissisme ou de on allait droit à l'essentiel dans souvent la survie, en montagne parce qu'en fait, on était, voilà, autour d'un camp, à essayer de cuisiner, à manger correctement, dormir et puis repartir donc c'est Oui, parce que tu expliques qu'il y a donc quand on monte l'Everest, il y a des paliers, des camps qui forment des paliers sur lesquels vous vous arrêtez, vous dormez. mmh. Je sais pas trop combien de temps, vous restez juste une nuit ou? Oui, généralement, on reste une nuit, puis on monte ou bien on redescend et puis après une fois Oui. qu'on est redescendu, on recommence à remonter. Donc en fait, on fait des allers-retours sur la montagne, pendant pour Et l'Everest, pourquoi vous montez et vous redescendez? ça dure 2 mois, ouais, pour l'Everest parce qu'en fait, on s'acclimate. La montée dure 2 mois? Bah, les allers-retours. On fait des allers-retours par palier. Donc par exemple, si je suis Ah oui, donc en fait, quand on dit, 8000, je sais plus combien là, 8848. en fait, vous faites, 3 ou 4 fois ça, quoi, Oui, oui, oui. Ah oui, oui. avec vos Ah oui, allers-retours. minimum, C'est pas hein. du tout le Minimum 3 fois en ça. termes de distance? Ah Ah oui, oui. oui. Donc là, oui, non, c'est une acclimatation très progressive hein, parce que l'organisme est incapable de s'adapter en fait à une zone sur Terre où il y a aussi peu d'oxygène, en fait, où le corps peut pas absorber suffisamment d'oxygène. Donc on a que 30. Malgré les bonbonnes? Alors on prend voilà de l'oxygène, en complément, mais Mmh. ça reste, c'est un complément, mais c'est pas du tout, Mmh. à la hauteur de ce qu'on absorbe comme oxygène, au niveau de la mer ou même, des altitudes, on va dire, moyennes. Donc Oui. là, l'organisme est complètement, dysfonctionnel. Il a besoin d'être, progressivement en fait, amené à reprendre des nouveaux modes de fonctionnement pour fonctionner avec aussi peu d'oxygène et ça prend voilà pour l'Everest, généralement 2 mois sur la montagne. Donc voilà, on a beaucoup Oui. de temps pour, apprendre à se connaître, on fait des veillées, on fait c'est le moment aussi où j'encourageais les guides tibétains à raconter toutes leurs histoires, justement de liens sacrés entre l'homme et la nature aux personnes qui venaient de différents pays, sur ces Mmh mh. expéditions pour comprendre, Oui. cette conscience écologique tibétaine si ancienne. Mais du coup, tu servais de traductrice aussi? Oui, 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 de traductrice, j'avais donné des cours de médiation, culturelle pour que Mmh les mh. Tibétains apprennent à présenter leur propre culture à des personnes, de culture étrangère et je faisais aussi parfois des médiations interculturelles entre, 2 groupes de cultures différentes pour qu'ils arrivent à se comprendre et parfois souvent d'ailleurs en période de crise, Mmh. qu'ils puissent trouver des moyens de se comprendre, pour trouver des solutions en commun. Mais toi, en fait, qu'est-ce qui t'attirait, vraiment dans ces expéditions? Parce que tu dis: «C'est très dur, il fait froid, les conditions de vie sont extrêmes, il y a beaucoup de risques, la mort rôde». Tu parles de squelettes, parfois de gens que tu connaissais qui jonchent le parcours. Alors non, des cadavres, Co pas les squelettes, des cadavres. Ah oui, des cadavres, Ouais. oui, bon, c'est pas tellement plus, réjouissant. Où était le parce que j'imagine qu'il y a forcément du plaisir quelque part. C'est pas possible de ne faire ça que c'est pas non plus une expérience, masochiste. Il y a forcément un qu'est-ce qui te plaisait dans ces expériences? Bah, en fait, à ce stade-là de mon parcours, je suis pas tellement attirée par, des expériences, de chercher mon plaisir à court terme. Je suis déjà, en fait, engagée dans une mission, que voilà, que mon maître m'a donnée depuis que j'ai 22 ans, qui est d'aider, en fait, les Tibétains à préserver leur culture Ah et à oui. restaurer l'écosystème du plateau tibétain. Donc Mmh. quand je suis sur la montagne, j'ai avant tout en tête, cette mission et simplement je m'adapte à leur contexte de vie en très haute Mmh. montagne, hein, donc de ces guides tibétains, pour, les accompagner au plus près des réalités auxquelles ils font face et comprendre donc leur force et leur faiblesse. Donc je comprends que leur force, c'est leur lien d'être nombreux aussi, pour s'entraider sur la montagne. Mmh Donc mh. dès qu'il y en a un qui faillit, il y en a un autre pour l'aider. Du coup, ça m'apporte énormément parce que je vois leur qualité intérieure. Je vois aussi, Oui. leur humilité. Donc ça, on en a beaucoup parlé, mais je le redis.
parce Mmh. que c'est absolument, essentiel de comprendre ça chez eux, que face à la montagne, en fait, leur qualité d'humilité leur permet d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'ils sont pas en situation de conflit ou de combat, plutôt face à la Oui, de vouloir voilà, dominer ou d'aller à l'assaut du sommet de la mmh, montagne et ils vont plutôt avec, dans une relation de donner, de recevoir, donc de prendre soin de ce qui les entoure et donc il y a beaucoup de rituels d'offrandes, de prières, de nourriture, de souhaits à la montagne pour qu'elle, la montagne en la déesse sacrée, la déesse, de l'Everest, elle s'appelle Jomolangma. Ça veut dire la déesse mère éléphant. Elle est protectrice du monde. Elle habite sur l'Everest. Elle est même la montagne elle-même, en fait, est la déesse. Donc, quand on est mmh. sur ses pentes, on est en train de lui grimper dessus. Donc, c'est important de l'honorer, de rentrer en relation avec elle. Et donc, ça, c'est une force parce que ils savent aller avec plutôt que se battre contre les éléments. C'est ce travail de conciliation, en fait, d'être à l'écoute de ce que la montagne a à leur dire. C'est-à-dire que là, par exemple, en observant le ciel ou la neige, ils peuvent détecter en fait tout ce que ça implique de lien en fait avec toutes les conditions météo qui vont à venir, des potentiels dangers, de meilleurs choix d'itinéraire, etc. Donc il y a, en fait, si l'homme est à l'écoute de la nature lui donne en fait beaucoup d'informations sur comment Mmh. bien vivre avec elle. Donc en fait, il n'y a rien d'expertise à aller chercher, scientifique, super techno développé, etc. Il suffit simplement d'être ouvert et d'être à l'écoute. Et ça, ce sont des qualités qui sont remarquables, qui m'ont permis de m'ouvrir en fait petit à petit à voilà la confiance que l'humain avait pas perdue en fait, toute cette Eh oui. ouais toute cette sagesse, c'est plus qu'une sagesse même, c'est un mode d'être en interdépendance avec son milieu, avec la nature et de vivre vraiment cette non-dualité même, c'est-à-dire que c'est pas l'homme séparé de la nature, c'est vraiment l'homme qui appartient à la nature, qui fait un. Et quand je vois que c'est incarné chez un certain nombre de personnes, que ce soit les nomades ou les guides de haute montagne, bah, tout d'un coup, ben, mon cœur s'ouvre et puis je me dis ah mais en fait en tant qu'humaine, moi aussi en fait je suis pas séparée de la nature et finalement je peux être pleinement ce que je suis en restant connectée à ce qui m'entoure et il y a plus de division, il y a plus de séparation. Du coup je me détends en fait. Tout d'un coup je suis bien en fait, ça respire entre l'extérieur et l'intérieur et les solutions, les idées, la créativité, l'inspiration viennent beaucoup plus naturellement. Il y a même une clarté de l'esprit qui vient de cette Osmose? osmose, cette vision non Mmh. duelle hein, de l'homme à la Mmh. nature. Et je la souhaite après à tous ceux qui sont sur cette voie et de savoir que oui, 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 c'est bien là d'où on vient et on s'en est juste éloigné par une malencontreuse ignorance ou je sais pas, enfin, vision qui s'est retournée vers l'humain séparé de là d'où il vient, la nature. Mais ça peut se retrouver, ce lien peut se retrouver. Oui, bah, oui, puisqu'il y a des preuves vivantes, de encore un peu partout sur, heureusement, enfin partout, pas tellement partout d'ailleurs, mais dans certains endroits de la planète et Mmh. là, on a vu, avec la pandémie de coronavirus, fleurir dans nos médias, en presse écrite ou sur internet, de nombreuses tribunes, de scientifiques, d'écrivains, d'intellectuels, d'écologistes, plus ou moins activistes, sur le fait de renouer avec le vivant, de Mmh. sortir de notre posture en tant qu'humain, d'humain qui se croit, au-dessus du Mmh. reste de la nature, de reprendre notre place au milieu de cette nature, de ne pas nous en penser, de ne pas nous en extraire et Mmh. nous penser comme, des choses extérieures, à cette Mmh. nature, comme si on n'en faisait pas partie. Mmh. Et donc c'est intéressant d'entendre qu'au moment où il faut qu'on fasse des grandes choses très cérébrales pour, réussir à reformuler ça avec des mots et on se dit: «Bah, oui, mais regarde là-bas, ça existe quoi» Mmh. et dans plusieurs endroits, dans le monde, c'est pour ça qu'actuellement j'ai entendu qu'il y avait aussi, pas mal de recherches qui étaient faites, de retourner
retourner voir en Amazonie ou dans d'autres régions comment, ces populations ont réussi à préserver, leur environnement, ce que nous on n'arrive plus à faire quoi. On est, Mmh. Je voudrais juste, faire une toute petite parenthèse sur la force du récit. C'est pour ça que je me suis finalement, laissée convaincre de d'écrire le parcours de ce que j'ai vécu ces dernières années, depuis ces 40 dernières années. C'est qu'en fait, je crois très fort en la force du récit pour, comme levier vraiment de mobilisation pour justement se reprendre confiance dans mmh, la capacité qu'on a tous à retrouver le lien perdu avec la nature et de se réinventer ouais. des possibles justement de retour à ce lien avec toutes formes de récits différents, toutes sortes de, voilà, de visions, d'imaginaires possibles pour retrouver ce lien. Et il y a aussi un petit passage, assez amusant sur les réseaux sociaux, un autre, piège qui t'a tendu les bras et dans lequel tu avoues, Ah oui, malgré tout ton entraînement de maîtrise de soi, être tombée la oui, tête la première, ce qui montre bien, ouais. je me disais en le lisant, ce qui montre bien la puissance incroyablement addictive des réseaux Mmh. sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire, Mmh. quelques mots de ce petit passage de ta vie là? Je crois que ça a beaucoup à voir avec la motivation, en fait, de pourquoi, je Mmh, communique, et qu'est-ce que je communique et qui en moi communique. C'est pas vraiment le pourquoi, j'ai envie de communiquer, c'est plutôt qui a besoin mmh, de se connecter et c'est naturel, cette envie de lien les uns avec les autres et oui, fondamentalement, c'est quelque chose qui nous nourrit. Simplement, voilà, quand il y a pas de discernement sur, la part en nous qui veut en fait, se mettre en valeur ou avoir cette importance de soi, en fait, les réseaux sociaux voilà, s'emparent parce que de c'est ça. du lien, Mais voilà, mais en fait, ils oui s'emparent et la de cette fragilité qu'on a tous d'avoir envie en fait de briller, de se montrer, d'être, dans les avoir le voilà. plus de j'aime possible. C'est pas que du lien, il y a Non, il y a l'envie tout ce qui se de met s'exposer il y a quoi tout ce qui se met et par-dessus, ça peut hein, ouais. et donc toi, le petit Ah démon oui, est entré sous la forme d'un smartphone oui, oui, hein. qui est arrivé dans ta vie. Oui, en plus, qui m'avait été donné par une réincarnation d'un lama tibétain, donc un jeune réincarné qui me donne son smartphone parce qu'il en avait plein, parce qu'il avait plein de disciples qui lui donnaient des smartphones. Donc je me Ah oui, c'est le les offrandes ont changé avec les époques. voilà. Oui, Donc maintenant, je me retrouve c'est avec ça drôle. en main et puis, voilà, je me dis Ah que je peux oui, faire des belles photos, je fais des vidéos, et puis je me ah fais oui, prendre au jeu de tous les jours, poster quelque chose, et puis en fait de mmh, vivre l'expérience que je vivais en montagne oui. à travers ce désir, cette volonté en fait, exacerbée de me mettre en avant. C'est pour dire les choses simplement. Oui et on comprend aussi que tu te laisses, parce que toi tu te retrouves, dans c'est vrai qu'on sait qu'il y a des endroits maintenant, qui sont complètement détruits au niveau environnemental parce que c'est le bon spot pour prendre la photo avec Instagram, pour prendre son selfie. Toi, pour prendre des selfies, tu avais quand même un cadre, assez, exceptionnel et on comprend que ça ait séduit beaucoup de gens et que tu te sois prise au jeu, quoi. Oui, puis à l'époque, j'avais des amis dans le milieu artistique, du rock tibétain, donc je me baladais avec leur drapeau, sur les différents camps, pour faire des petites vidéos et leur envoyer pour qu'ils le diffusent dans leur bar et il y avait tout le public, donc de la jeunesse tibétaine qui me connaissait, qui me suivait donc c'était ouais, c'était assez grisant et ouais, j'avais une popularité à la ça qui montait, montait et puis, moi, j'y voyais une sorte de ouais, de montée en puissance de l'importance de moi et ça me plaisait. Eh oui. Bon, mais tu en es sortie donc Oui. et tu vas ensuite devenir alors là, dit comme ça semble moins prestigieux, mais en fait, ça l'est beaucoup plus, puisque tu vas ensuite devenir, comme tu t'intitules, toi-même, éboueuse de l'Everest. Mmh. Cette idée qui a dû sembler un peu folle au début de nettoyer l'Everest, côté tibétain donc. Donc cette idée, elle t'est venue comment? En grimpant j'imagine, en constatant les dégâts, mais l'idée de te mettre toi-même au à la tête de cette entreprise, assez audacieuse. Alors là, c'est parfait, la perche m'est tendue pour justement pouvoir rectifier un peu, la manière dont ça s'est produit. C'est qu'en fait, Mmh mh. je suis pas à l'initiative de Ah, voilà. C'est malheureusement, voilà, des efforts médiatiques, de vouloir starifier une personne pour en faire un héros de l'écologie, hein. Moi, ah très bien, merci de c'est rectifier. vraiment à l'opposé de ce que je
voilà, prône comme message. Et moi, je me sens porte-parole en fait d'un collectif de personnes mobilisées pour nettoyer la montagne. Il se trouve que ces personnes, donc c'est l'école de guides des hautes montagnes à Lhasa, qui m'ont mandaté pour les aider à monter un projet, effectivement, de réintroduire les valeurs tibétaines de respect de la nature au sein de leurs expéditions, donc qui avaient lieu 2 fois par an, au printemps et en automne, essentiellement pour Mmh. une clientèle chinoise au départ. Puis après, on a réussi à impliquer en fait toutes les autres expéditions internationales de tous les pays pour se mobiliser sur la montagne pour nettoyer les déchets. Donc c'est parti vraiment d'un groupe de guides tibétains, ensuite donc suivi par le gouvernement local qui Mmh. a apporté des ressources, des yaks pour faire descendre les sacs de déchets. Donc le yak, c'est un animal, que l'on ne connaît pas ici, mais qui est un comment le décrire d'ailleurs? Qui est un énorme, Comme un bœuf, c'est mais avec des cornes oui, voilà, et beaucoup plus poilu. des poils plus longs. Voilà, qui peut faire jusqu'à 1 tonne de. Ça a une masse quand même assez imposante, toute Oui. noire, généralement, ou enfin foncée. On utilise son lait. Oui, alors la femelle du yak, la Ji, fait un lait qui sert beaucoup dans l'alimentation tibétaine. Et ils arrivent à monter ces fameux yaks jusqu'à 6500 mètres d'altitude. Donc ils jouent un rôle crucial pour la réussite du projet de redescendre les déchets. Ils font des rondes en fait sur la montagne pour redescendre au fur et à mesure qu'on collecte ces fameux sacs remplis de déchets. Et alors comment est venue l'idée? Voilà, c'est en fait, enfin, moi j'étais simplement mandatée pour aller voir quels étaient les besoins de dépollution. Donc je fais un diagnostic, un peu une évaluation de combien de tonnes de déchets il était resté depuis 30 ans d'expédition commerciale. Il y avait eu pas Donc tellement. sur les différents camps C'est ça, et le long du trajet et jusqu'en haut, oui, jusqu'en haut avec tous les mmh, cadavres, etc. avec tous les Avec les cadavres. Le nombre de cadavres, ouais. Donc en 2013, j'ai été là-haut une première fois jusqu'au mmh sommet. mh. Donc là, évidemment, moi-même, j'ai été quand même très choquée. Je m'attendais pas à trouver autant de déchets. Donc forcément, c'est vrai que ça a eu un impact aussi sur ma personne en tant que responsable. J'avais créé déjà un écolabel avec ma société Global Nomade pour promouvoir le Mmh. tourisme responsable et écologique. Donc forcément, Oui. j'étais un peu interloquée de voir tout la problématique là-haut, avec Mmh mh. la plus haute décharge du monde sur les pentes de l'Everest. Donc de là est née ensuite une charte. On a commencé avec l'école de guide de montagne à concevoir une charte écologique pour réglementer en fait toutes les pratiques environnementales des expéditions, quelles qu'elles soient, de tous les pays venant sur l'Everest et sur les Oui. autres sommets. Et à partir de 2016, avec cette charte, on a commencé le grand nettoyage en expliquant en fait à tous les gens qui venaient sur l'Everest que on voulait donc mettre en place sur le long terme un vrai modèle de gestion des déchets des expéditions, mais qu'avant de pouvoir faire ça, il Oui. fallait commencer par faire table rase sur du passé et enlever tout ce qui avait Oui. été laissé de couches et des couches de déchets chaque année. Donc ça a été quand même assez massif comme travail. Il a fallu collecter pendant 5 ans, de 2016 à non 4 ans, à 2019. Voilà. 10 tonnes de déchets, camp par camp, voilà, étape par étape. Donc combien de personnes en fait ont pris part à peu près? Alors sur l'équipe permanente, ils sont 50, 60 guides tibétains de Mmh haute mh. montagne qui reviennent chaque année. Après, il y a les Sherpas népalais, mais eux, c'est pas régulier en fait, ils viennent pas les mêmes chaque année. Ils sont aussi plutôt 200, 250. Eux, ils vont chercher les déchets sur les plus hauts camps en altitude et chaque kilo de déchets est rémunéré. Donc Oui. voilà, Ah oui, ça fait cash for aussi, trash. voilà, ça fait une motivation supplémentaire pour, heu, Ah oui. pour redescendre les déchets. Et après par contre au-dessous de 6500, au-dessous de 7000 mètres, dans toute la zone où il y a le plus de déchets en fait, c'est à 6500 mètres. Là, c'est des équipes bénévoles qui sont mobilisées chaque année pour voilà, aider à
collecter tout ce qu'il y a sur place. Et est-ce qu'il y a la même chose qui s'est mis en place, du côté népalais ou pas du tout? Alors côté népalais, ça n'a pas arrêté de changer en fait les modalités pour, prendre, en charge ce problème de pollution. Il y a un comité en Mmh. fait de contrôle pour la et de réduction de la pollution sur la montagne qui existe depuis longtemps, qui est actif, mais qui n'arrive pas forcément à travailler de pair avec, le gouvernement pour Mmh. imposer, à travers le gouvernement népalais, imposer une charte et une réglementation officielle pour toutes les expéditions qui viennent au Népal. Donc il n'y a pas une coordination qui est vraiment optimale parce que s'il n'y a pas des équipes financées par l'extérieur, quand je dis Mmh. l'extérieur, c'est pas d'autres sources que celles du gouvernement local, il ne se passe rien. Donc il y a des années où il y a des super campagnes de collecte de déchets, puis d'autres années, il va pas y en avoir. Et en fait, il n'y a pas de réglementation, donc c'est un Ouais, peu chaotique. c'est bon, alors est-ce que toi, tu as constaté, les effets du changement climatique? Parce qu'on parle beaucoup de la fonte des glaciers, dans l'Himalaya, qui est une menace, entre autres pour de nombreux villages qui risquent d'être inondés, mais aussi pour le pergélisol, là, le Le permafrost. permafrost dont on parlait tout à l'heure. Il y a de plus en plus, d'articles, qui sortent, actuellement, d'observations qui sont faites. Je regarde régulièrement le Nepali Time Mmh. et là encore hier, il y avait une photo avec où on peut faire Mmh. bouger le curseur de la souris avant-après sur un des sommets au Népal, qui pour la première Mmh. fois, il y a quasiment plus de neige dessus en Mmh. 2 ans. C'est des Mmh. une photo avant-après sur 2 ans et ils font régulièrement là maintenant des articles, sur le sujet. Est-ce que toi tu l'as observé ou ça reste encore quelque chose d'un peu de nébuleux? Tu as vu ça très concrètement, Oui, moi je l'ai vu les effets sur, du changement climatique? oui, notamment sur la montagne sur laquelle je vais le plus souvent, sur l'Everest. Donc là, oui, j'ai vu d'année en année vraiment la régression des glaciers, et la fonte aussi de Mmh. plus en plus tôt parce que bon, nous on y va en fait généralement au printemps. Mais à partir de juin, ça commence vraiment à fondre beaucoup plus vite que les années passées. Donc ça fait à peu près 15 ans que j'y vais, hein. Simplement, voilà, moi, c'est vraiment le travail de sensibilisation que j'essaie de faire, de parler de tout ça, de me témoigner Oui. des changements que j'ai pu voir, d'expliquer les causes. Il y en a très nombreuses, même au niveau local, hein, il y a des choses à faire qui pourraient vraiment limiter cette accélération de fond des glaciers. Expliquer aussi les risques, parce que notamment les lacs glaciaires, en fait, quand ils sont installés sur des moraines et que finalement la glace fond et il y a un effondrement complet, en fait, un éboulement un affaissement de terrain qui fait que le lac entier peut en fait se débouler dans une vallée et tout remplir. Hein, donc Ah oui, toutes les j'ai vu populations, des photos de ça là, notamment il y a dans quelques le mois, oui. Rewalling au Népal, c'est vraiment une Mmh. question brûlante de la fonte, enfin de l'effondrement de lacs glaciaires. Donc là, en fait, ouais, c'est vraiment ce travail de sensibilisation autour du troisième pôle. Donc Oui. tous ces glaciers, tout ce pergélisol qui sont en train de fondre, de montrer voilà, que c'est une source d'eau pour toute l'Asie qui, si en fait elle est mise à mal sur un très court terme, bah oui, c'est des milliards d'habitants en fait qui dépendent de l'eau de cette zone qui vont être en problème parce qu'il y a en fait des problèmes de débit. En fait, il y a Mmh. plus de régulation en fait du débit de l'eau parce qu'en fait, Oui. avec la fonte plus massive des glaciers, il y a des cours d'eau qui sont des débits qui sont beaucoup trop élevés. Hein. Et puis à des périodes de l'année où ça crée des inondations. Ou, voilà, donc il y a des soucis déjà graves qui se profilent et qui se sont déjà Mmh. montrés d'ailleurs. Ouais, donc là, la question de l'eau, je pense, est centrale sur la sensibilisation pour montrer que bah, il est urgent, oui, de restaurer les écosystèmes et de dépolluer les glaciers. Voilà, c'est une image assez en fait symbolique parce que c'est pas en enlevant les quelques tonnes de déchets sur l'Everest que ça va en fait vraiment améliorer la qualité de vie de toutes les populations en aval sur la question de Oui. l'accès à l'eau et de ne pas avoir tous les dérèglements sur les débits des rivières, le débit d'eau sur les rivières. Mais voilà, c'est une manière de toute façon assez percutante, assez facile aussi à expliquer comment voilà, on utilise le label Clean Everest pour montrer qu'il y a un enjeu de protection des glaciers. Oui. Et ça, c'est toujours bon. Enfin, c'est bon et c'est moins Oui, bon parce attirer que l'attention. voilà, si on n'a pas non plus, voilà, si on fait de la sensibilisation
auprès de jeunes qui sont vraiment très sensibles à ces questions d'environnement et qui même le prennent tellement à cœur que ça peut devenir après une source de souffrance ou de détresse pour eux parce qu'ils se Mmh. voient démunis face au manque de pouvoir d'action face au réchauffement climatique. Et en fait, en étant sensibilisés aussi comme ils le sont maintenant chez les jeunes, c'est une force certes évidemment, mais c'est aussi une source d'inconfort extrême quand il n'y a pas les moyens mis en place pour que tout le monde se mobilise dans une direction de protection de la planète. Donc, Ça, c'est ce qu'on vit un peu partout d'ailleurs mmh, en ce moment. ouais, 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 ouais. Et c'est vrai que La prise de conscience angoissante et le constat que les mesures prises pour améliorer tout ça ne sont pas à la hauteur pour l'instant. mmh. Voilà, donc il y a un décalage qui se crée et ce décalage peut devenir même une sorte d'anéantissement pour finalement se détourner du passage à l'action parce que il y a plus les ressources, il y a plus l'énergie pour se mobiliser, pour être acteur de ce changement. Et ça c'est quelque chose à vraiment prendre en compte dès maintenant. Oui, et essayer de garder assez d'espoir et de force, comme tu parles aussi, il y a une expression dans ton livre, «l'effort joyeux», Là c'est un truc, ouais. heu, voilà, pour réussir à influencer, l'environnement dans le bon sens et non pas se laisser influencer, par l'environnement qui nous plomberait et nous démoraliserait au point de ne plus, de perdre toute capacité d'action, Mmh. quoi, hein. Alors, donc je ne vais pas en révéler plus, j'en ai déjà beaucoup révélé et j'espère que tous les petits passages cités et cette discussion, donneront envie, à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs, de découvrir, ton livre «Respire, tu es vivante». Je redonnerai les références dans le petit texte de description du podcast. Maintenant, je ne vais pas en révéler plus. Je vais laisser les auditrices, les auditeurs découvrir les derniers chapitres. Tu as donc passé 18 ans au Tibet. Tu en es où aujourd'hui? Ah bah, je suis confinée comme tout De le tous monde, tes projets, de je comment? suis confinée en Europe. Oui, Donc bienvenue. mon retour, en Occident a Oui, été, un peu, précipité, voilà. fracassant. Hem, non, j'en suis vraiment à la reconnexion avec le monde occidental. Bon, heureusement, j'ai pas complètement perdu la langue française, donc j'arrive à partager, à l'oral et puis à l'écrit, ce qui m'anime, ce qui est vivant, Mmh. en tout cas pour moi en ce moment et sans parler de transmission parce que ça, je suis pas trop dans cette logique-là. Je suis plus vraiment dans une logique d'intelligence collective où maintenant je me sens juste appartenir à une communauté, d'acteurs dans ce monde qui se sentent, unifiés à la nature et qui font voilà, monter en eux cet éveil de conscience écologique et qui le font en se partageant les uns aux autres aussi leurs récits, leur parcours, leurs idées, leurs insights, leurs déclics. Et ça, c'est vraiment je crois, la première étape de reconstruction voilà, d'un futur avec des espoirs lucides, comme dit Arthur Keller, que j'écoute, voilà, qui est source de liens, source d'envie d'être ensemble. Et ouais, et puis même, je parle à la fin de mon livre, en fait, quand même d'être ensemble, oui, mais vulnérables ensemble. C'est-à-dire, je repars en fait au point de départ qui était la vérité de la souffrance. Donc, j'ai envie de parler de vulnérabilité, comme même Oui. projet politique pour construire le futur de demain. Et voilà, prendre la souffrance. Qu'est-ce que tu entends alors par vulnérabilité? Mais justement, là, c'est Parce qu'on n'en a pas une idée très positive quand on le dit comme ça. bah, de la même manière qu'en fait, le début de mon parcours était finalement comme point de départ la souffrance, la vérité de la souffrance qui m'a chamboulée, qui m'a réveillée. De la même manière, sur la question en fait de prendre comme point de départ sa vulnérabilité, c'est juste voir les choses telles qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire avec des limites, avec des écosystèmes qui sont fragiles, des ressources qui sont limitées, des réalités en fait qu'on ne voit plus. Et c'est cet aveuglement qui finalement donne toute cette toute puissance à l'homme d'agir comme il le fait aujourd'hui. Et alors en fait, il suffit simplement de reconnecter avec sa vulnérabilité pour se rendre compte qu'en fait c'est une force, c'est-à-dire une force de lucidité, hein, pour ce genre-là, parce que ça me paraît tellement évident. Oui, non, mais ça ne l'est Mais pas, non, hein. ça l'est pas. Mais vaut mieux, voilà.
Et juste, pour terminer, parce que par rapport à tous les projets que tu as mis en route, est-ce que tu es désengagée ou tu es toujours active sur tout ça? Parce que là, actuellement, avec la pandémie de Covid, j'imagine qu'au Tibet, par rapport, à toutes les expéditions, le trekking, Mmh. escalade, tout ça, ça a dû être aussi, puisque l'Everest était fermé? Oui, oui, toutes les expéditions ont été annulées. Moi, j'ai participé Mmh. à la phase d'annulation et de décision, demander aux équipes de ne pas venir. Bien sûr, oui, donc c'est une année bah, que je vis comme tout le monde de manière assez frontale dans les Mmh. grandes secousses. Donc oui, non, sur les projets, si la Chine continue de bien m'accepter et pouvoir m'accueillir sur son territoire pour que je continue les projets, Avec Global Nomad oui, donc? voilà. Je compte bien sûr continuer et même déployer encore plus toutes les actions déjà mises en route. Bien, il va me rester à te souhaiter, une bonne continuation. Merci. Avec tout ça, que tu puisses toi aussi continuer tes projets, Ouais. d'autant plus qu'il y a pas mal de monde maintenant qui est relié à ces projets, hein, de Tibétains qui eux-mêmes, j'imagine, sont aussi en difficulté, par rapport à tout ce tourisme qui n'est plus là. En tout cas, on va se focaliser pour terminer sur l'aspect, plutôt positif de tout ce que tu as mis en place et donc, du coup, on a hâte de découvrir la suite maintenant. Bah, merci vraiment de tout mon cœur pour cet Mmh. magnifique échange. Merci Anne et merci à tous les auditrices et auditeurs. Et beh, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de bien prendre soin de chacun de soi et chacun Oui. qui nous entoure. Et la Samchouk, l'effort joyeux. Oui, donc je rappelle le titre de ton livre: «Respire, tu es vivante, de Lhasa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle». Marion Chéniaud-Dupuis. C'est publié par les éditions Massot. Je vais en profiter pour rappeler, qu'actuellement, donc depuis quelques jours, le gouvernement a mis en place une initiative qui permet de commander vos livres à des libraires indépendants sur internet en ne payant plus de frais de port. C'est 0,01 centime sur toutes les livraisons puisqu'ils sont pris en charge par un partenariat entre la Poste et l'État. Donc profitez-en, faites vivre vos libraires indépendants, commandez ce livre, dès maintenant. Si cette interview vous a donné envie de le lire, moi en tout cas j'ai eu, beaucoup de plaisir à vivre cette aventure, si on peut dire. Je l'ai vécue de loin, mais donc je vais mettre le lien vers les plateformes de libraires indépendants. Marion, merci beaucoup pour ce long échange, pour avoir pris le temps de nous décrire, vraiment de façon, vivante, et beaucoup plus approfondie, que ce qu'on peut avoir, quelquefois Merci et dans je vous des souhaite échanges beaucoup de de bonheur. 15-20 minutes. Donc, un grand merci et j'espère à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.